Yorana, la liste des territoires non autonomes à décoloniser des Nations Unies, qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous y figurons et pourquoi aujourd'hui la France et les autonomistes veulent nous en retirer? Eh bien, parlons-en. En 1945, suite à la Deuxième Guerre mondiale, les grandes nations de ce monde décident de créer les Nations Unies, organisation supranationale, internationale, dont le but est d'éviter l'occurrence d'une troisième guerre mondiale. Il s'interroge donc sur les causes qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale et identifie entre autres l'existence donc de ces empires coloniaux qui ont été une des causes identifiées de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc une décision au niveau des Nations Unies d'entreprendre la décolonisation. Ce sera au travers du chapitre 11, donc qui mène à la Charte des Nations Unies, la charte initiale, et puis la toute première déclaration sur l'indépendance des peuples et l'autodétermination, la résolution 1514. Dès 1946 est donc mise en place, au travers de l'Assemblée générale, la toute première liste des territoires non autonomes à décoloniser des Nations Unies. Elle comprend peu ou prou 80 colonies, donc qui sont réparties par puissance administrante. Pour la France, il faut compter à l'époque environ une vingtaine de colonies, que ce soit en Afrique, en Asie, donc l'Indochine, l'Algérie, le Maroc, le Togo, le Niger, et j'en passe et des meilleurs, la République de Centrafrique, enfin tout ça avait d'autres noms. Et également donc dans le Pacifique, alors évidemment aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les DOM, la Guadeloupe, la Martinique, mais aussi Saint-Pierre et Miquelon. Et dans le Pacifique, donc Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et nous, donc la Polynésie française. Voilà, nous figurons sur cette toute première liste de 1946, c'est pourquoi il faudra parler, après notre retrait de cette liste, non pas d'une inscription, mais bien d'une réinscription. En même temps que la liste est créé le Comité des 24, qui s'appelle plus précisément donc le Comité spécial de suivi de la décolonisation, sous l'égide de la 4e commission. C'est ce comité qui suit année après année l'évolution de la décolonisation dans chacun des territoires inscrits sur la liste et donc établit le dialogue entre ces territoires et la puissance administrante. Ce comité des 24 aujourd'hui compte bien plus de membres que cela, mais a toujours la même mission. Alors, pour ce qui concerne la Polynésie française, nous figurons donc sur la première liste de 1946. Il faut savoir qu'à peu près au même moment où la liste est dictée et donc votée par l'Assemblée générale des Nations Unies, s'opère en France, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, une révision constitutionnelle, donc avec la Constitution de 46. Cette Constitution fait disparaître de la Constitution française, donc de toutes les constitutions précédentes, le mot de colonie et le remplace donc par le mot de territoire. Fort de ce glissement sémantique, dès 1947, la France en fait décide de cesser de transmettre les informations requises par le Comité des 24 et par les Nations Unies, au motif qu'elle n'a plus de colonies, mais des territoires. Alors vous voyez, c'est un peu comme si j'ai une pomme, et vous voulez le prix de la pomme, mais je décide de l'appeler une poire, et donc je vous dis, je ne peux pas te donner de prix de pomme, puisque j'ai une poire. Voilà. En pratique, donc dès 1947, la France cesse de transmettre ces informations, mais on verra un peu plus tard que ce n'est qu'en 1963 que nous serons techniquement retirés de la liste. Retenez bien cette date, 1963, c'est important. Petit rappel historique, comment la Polynésie est-elle devenue française? Nous sommes, nous, comme on l'entend parfois, donnés dans un élan d'enthousiasme et au terme d'une danse lascive et joyeuse à la France. Bien, pas du tout. Au XVIIIe siècle, donc dit le siècle des découvreurs, entre guillemets, puisqu'ils ne découvrent rien en arrivant chez nous. Ils n'ont pas été accueillis par des toupas et des cocotiers, ils ont été accueillis par un peuple qui était déjà là. Donc les Européens commencent à débarquer chez nous. Et évidemment, ils apportent la civilisation, ils apportent le christianisme, et ils décident, donc avec
au terme d'une petite bagarre entre Anglais et Français, finalement de se disputer la Polynésie. À l'époque, donc, qui est un ensemble de royaumes, allant des Marquises aux Australes, en passant par les Gambiers, les Raromatei, etc. C'est donc au terme des guerres franco-tahitiennes, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu de véritables guerres avec des massacres, aussi bien à Tahiti qu'au Raromatei, avec Terupo, avec d'autres résistants, finalement, donc en juin 1880, arrive l'annexion. Donc là, je vous fais un peu la version courte. Mais il y a donc bien eu un acte d'annexion, pur et simple, une annexion militaire de notre pays, de notre peuple, par la France. Il faut noter, pour la petite histoire, que le roi, donc Louis-Philippe, avait dénoncé cette annexion qui avait été effectuée par du Petit Thouars en disant qu'elle n'avait pas lieu d'être. Mais bon, l'histoire ne l'a pas retenu et cette annexion donc a perduré. C'est ce qui nous amène donc en 1946, flash forward, à figurer sur cette liste des territoires non autonomes des Nations Unies. Ce petit rappel historique sur l'annexion est, je crois, important, puisqu'il faut rappeler sans cesse que on n'a pas demandé l'avis du peuple polynésien pour qu'il devienne français. Aujourd'hui, certains se disent que voilà, on n'a pas non plus demandé l'avis du peuple polynésien avant de le réinscrire. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. En 1958 intervient un référendum. Et certains disent, écoutez, si on a demandé l'avis des Polynésiens et ils ont choisi d'être français, de rester français en tout cas. Il faut relativiser tout cela. En 1958, on sort donc de la Deuxième Guerre mondiale, et même en Polynésie, il faut se rappeler que nos grands-parents, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont participé au travers du bataillon du Pacifique pour venir aider la France à rester libre. Il y a un homme, De Gaulle, auréolé donc de toute sa gloire de la Seconde Guerre mondiale, qui pèse sur la scène politique. Et quand le référendum de 1958 intervient, il faut se rappeler plusieurs choses. D'abord, c'est un référendum, il faut voir la question posée. La question posée n'est pas « voulez-vous rester français » ou « voulez-vous l'indépendance de la Polynésie ?» La question est « approuvez-vous la constitution de la Ve République ?» C'est ça la question. C'est une question en français qui est posée dans une Polynésie à l'époque largement, on va dire, non éduquée dans la langue française. Tout l'argumentaire est fait en français, toute la presse, tous les médias, enfin, ce qui pouvait exister comme médias est au service du oui. Et il y a donc la figure tutélaire de De Gaulle, la figure emblématique qui pèse de tout son poids autour de ce référendum, à tel point que même Povana Opa, qui est le seul homme politique finalement à défendre le camp du non, eh bien dit en substance non au référendum, oui à De Gaulle. On l'a vu donc, la première liste sur laquelle nous figurons date de 1946. Dès 1947, la France décide de ne plus jouer le jeu de l'ONU et cesse de transmettre donc des informations concernant ces anciennes colonies, ces territoires à décoloniser. Pour autant, nous figurons toujours sur cette liste. Quand avons-nous donc été désinscrits, retirés de cette liste? Eh bien, là aussi, il faut faire un peu d'histoire. Pour ce qui nous concerne, cela va commencer en 1957. En 1957 débute en fait la mise en place de la politique de dissuasion nucléaire décidée par De Gaulle. À l'époque, le choix de l'Algérie est donc déterminé par l'État français pour démarrer ses essais nucléaires. Et ces essais s'y dérouleront jusqu'en 1966, date à laquelle les essais basculent chez nous. Mais bien avant cela, c'est dès 1962, puisque l'indépendance de l'Algérie en 57, elle est déjà là, elle est déjà frémissante, elle va arriver. Dès 1958, de 1958 à 1961, les prospections se font, aussi bien en Bretagne qu'en Corse ou dans d'autres zones, et finalement, c'est la Polynésie qui est retenue. Et ce sera donc en 1962 que ce choix sera entériné au niveau gouvernemental pour que l'installation du CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique, puisse se faire en 1963. Eh bien, devinez quoi? Dès lors que ce choix est entériné en 1962, commencera au niveau des Nations Unies un lobbying en coulisses pour que, en 1963, la France décide
unilatéralement et demande, non pas à l'Assemblée générale, mais au secrétariat du comité des 24, qui est tenu à l'époque par des fonctionnaires français, de rééditer la liste en omettant, devinez qui, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Vous me direz, dès lors que cette désinscription s'opère en 1963, pourquoi nos hommes politiques polynésiens n'ont pas réagi? Eh bien, d'abord, une première raison à cela, à l'époque, Povana Aopa a été exilé en métropole. On ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, l'État français a reconnu ses fautes, a reconnu qu'il ne s'agissait pas d'un vrai procès, mais d'un simulacre, et que Povana avait été condamné à mort. À tort, pas à mort. Le fait est que Povana exilé, le principal opposant potentiel à l'installation du CEP était écarté. Quant à ceux qui demeuraient en place, en Polynésie, eh bien figurez-vous qu'aucun d'eux ne connaissait l'existence de la liste des territoires à décoloniser des Nations Unies. La France s'était en effet bien gardée de diffuser cette information, et si certains hommes politiques pro-français étaient au courant en Polynésie, eh bien personne, en tout cas, n'avait diffusé l'information. En 1967, Oscar Temaru et quelques courageux avec lui décident de créer le Tawini Huiratira, dont une des missions, qui est inscrite dans son ADN, est évidemment de lutter contre ces essais nucléaires. Dès la création du Tawini Huiratira, Oscar Temaru décide d'internationaliser le combat parce que dans une lutte bilatérale entre le David polynésien et le Goliath français, il n'y a pas vraiment de chance d'aboutir. Dès 1978, il se déplace donc, grâce à nos amis Kanak, et notamment au député Pidgeot de l'époque, député Kanak, de se déplacer à New York. Là, il rencontre Kurt Waldheim, alors secrétaire général des Nations Unies, et c'est ce jour-là qu'il découvre, puisqu'il va pour demander l'aide des Nations Unies, que les Nations Unies ne peuvent rien pour nous, car nous avons été retirés de la liste des territoires non autonomes à décoloniser des Nations Unies. En gros, la France fait ses essais chez elle. Ce jour de 1978, après cette rencontre avec Kurt Waldheim, imaginez l'état d'esprit dans lequel est Oscar Temaru quand il ressort de cette réunion. Il apprend le même jour, 1. L'existence de la liste, 2. Que nous y figurions donc à partir de 1946, et 3. Que nous en avons été retirés en 1963 pour ne pas gêner l'installation du CEP. Parce que oui, au final, le vrai motif de retrait de la Polynésie de cette liste, c'est, il ne faut pas chercher plus loin, l'installation du CEP. Si nous avions figuré encore sur cette liste en 1963, eh bien, le déroulement des essais nucléaires français en Polynésie française aurait été beaucoup plus difficile, puisque l'ONU aurait pu venir regarder ce qui se passait chez nous. Dès ce jour-là, Oscar Temaru décide d'inscrire dans son combat la réinscription de la Polynésie sur cette liste des territoires non autonomes. Ce combat va durer des années, en compagnie de Jean-Marie Djipaou, en compagnie de nos frères Kanak, jusqu'en 1986 où la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est réinscrite. Cette même année, la Polynésie aurait pu être réinscrite, mais c'était un sujet délicat puisque les essais avaient encore cours chez nous et Jean-Marie Djipaou demandera à Oscar Temaru d'attendre un peu pour éviter que la France n'invoque son droit de veto s'agissant d'une matière de défense. C'est ce qui se fera. L'histoire, évidemment, nous rappelle que Jean-Marie Djipaou, quelque temps après, est assassiné et tout ça va finalement engendrer des délais dans le processus de réinscription de la Polynésie. Ce processus de réinscription va redémarrer en 2011. En 2011, Oscar Temaru forme une petite équipe resserrée dont j'ai eu l'honneur de faire partie avec Richard Touheyeva, avec Carlyle Corbin à New York. Et il faut faire un peu d'histoire, puisque là, j'entends souvent parler de processus illégitime, non démocratique. Le point de départ de ce processus donc de réinscription,
c'est bel et bien une résolution qui est prise à l'Assemblée de Polynésie par la majorité des représentants. Une fois que cette majorité des représentants donc s'est exprimée en faveur de la réinscription, le Conseil des ministres dans la foulée prend acte et également et formule également le vœu que cette réinscription soit menée. Va s'en suivre un tour du Pacifique pour finalement récolter un maximum de soutien. Le soutien des églises au travers du PCC, le Pacific Council of Churches, le soutien du MSG, le Melanesian Spearhead Group, le soutien du PLG, le Polynesian Leaders Group, dont Oscar Temaru est un des membres fondateurs. Et c'est avec tous ces soutiens, et suite à des centaines de visites d'ambassadeurs donc à New York, que finalement, et malgré toutes les tentatives de la France, eh bien, le 17 mai 2013, notre pays, Maui Nui, est réinscrit sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser des Nations Unies, sans vote, par consensus. C'est vous dire à quel point tous ces gens que nous avons rencontrés ont été convaincus du bien fondé de cette demande. Quels ont été les éléments déterminants dans le choix des Nations Unies de nous réinscrire? Parce qu'après tout, ils auraient pu écouter la version française et dire non, 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 vous avez un statut d'autonomie, c'est écrit noir sur blanc, et donc vous n'avez plus lieu de figurer sur une liste de territoires non autonomes. Bien là encore, il faut faire de la sémantique. Il y a autonomie et autonomie. L'autonomie telle qu'elle est définie dans notre statut et dans la Constitution française ne correspond pas à la notion d'autonomie, de self-governing territory des Nations Unies. Alors, quelques éléments différenciateurs. Pour les Nations Unies, il faut qu'un territoire puisse voter ses propres lois, ce qui n'est pas notre cas. Nous votons des règlements administratifs, nous votons certes ce qu'on appelle des lois de pays, mais qui ne sont en fait pas des lois, puisqu'elles ne sont pas examinées par le Conseil constitutionnel, mais par le Conseil d'État. Ce sont des règlements administratifs. La seule loi qui est votée et qui est appliquée chez nous, c'est la loi française. Donc la Polynésie ne vote pas ses propres lois. Nous ne maîtrisons pas également notre système électoral. Ce n'est pas la Polynésie qui décide de la date, des modalités et des conditions de tenue des élections qui se déroulent chez nous. Ce sont des décrets venant donc directement de Paris qui décident de tout cela. Il y a également la question des langues. Les langues polynésiennes ne sont pas officielles. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont tolérées, on va dire, dans le statut. Elles sont citées à côté de la langue française, mais seule, il faut le rappeler, la langue française est langue officielle chez nous. Il y a comme ça tout un tas d'arguments qui ont été exposés et qui ont été retenus donc par les Nations Unies, qui ont fait qu'ils ont accepté de nous réinscrire sur cette liste. Qu'implique l'inscription ou la réinscription sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser des Nations Unies? Il faut là, je crois, évacuer un fantasme et une désinformation qui a été colportée par donc les opposants à cette réinscription. C'est en gros de dire que nous voulons imposer aux Polynésiens, que le Tavini a voulu imposer aux Polynésiens sans les consulter, l'indépendance. Il n'en est bien évidemment rien, puisque la réinscription, ce n'est pas l'indépendance. Jamais le Tavini Hulatira n'est allé aux Nations Unies demander à ce que ce soit les Nations Unies qui décrètent l'indépendance de la Polynésie. Ce n'est même pas possible au regard du droit international. Ce que nous sommes allés demander, ce que nous avons obtenu le 17 mai 2013 au travers de la réinscription, c'est que soit mis en place un processus de décolonisation, d'autodétermination qui mène à terme un référendum d'autodétermination. Car oui, seuls les Polynésiens peuvent décider de devenir ou pas indépendants. Il n'y a donc aucune volonté de la part du Tavini d'imposer l'indépendance. Ça restera le choix des Polynésiens, mais ce choix ne peut pas s'effectuer du jour au lendemain. Il doit être précédé d'une période d'éducation, d'information des populations, puisque pour la plupart d'entre nous, moi y compris, ceux même qui sont un peu plus âgés que moi, et nos enfants encore plus, nous n'avons jamais rien connu d'autre que la Polynésie française.
Il faut donc d'abord rappeler l'histoire de notre pays, rappeler que nous avons été indépendants, rappeler également nos droits fondamentaux, et puis mettre devant les yeux des Polynésiens les perspectives qui mènent vers l'autodétermination et après. Il faut également, je crois, rappeler que jamais le Tavini Huiratira n'a demandé cette réinscription pour lui-même. Nous l'avons demandé pour l'ensemble des Polynésiens. Et dès le départ, nous avons invité nos amis autonomistes à se joindre à nous à New York pour venir exprimer leur point de vue, qui, de toute évidence, n'est pas celui de l'indépendance, et celui de rester français. Donc il ne s'agit pas pour le Tavini de monopoliser le débat à l'ONU, il s'agit bien d'aller dialoguer à l'ONU avec, d'un côté, donc nos amis autonomistes, mais aussi l'État français. Ça a toujours été notre volonté d'établir ce dialogue entre adultes. Malheureusement, pour ce qui est des hommes politiques locaux, il y aura au début une période de déni dans la droite ligne de la diplomatie française, et il faudra attendre que grâce lui en soit rendue, rendons à César ce qui est à César. Il faudra attendre le président Fritsch pour que, pour la première fois, une délégation autonomiste se déplace aux Nations Unies. Alors évidemment, pas pour venir demander l'indépendance, mais pour dire à quel point ils sont contents d'être français. C'est ça le débat, et c'est ce que nous avons toujours demandé. La France, elle, depuis le début, est dans cette posture complètement schizophrène de déni. Elle fait comme si cette réinscription, qui est pourtant un acte officiel des Nations Unies auquel elle appartient et qu'elle a contribué à créer, n'avait pas eu lieu. Je vais vous dire, moi, depuis toutes ces années, depuis 2013, à chaque fois que nous nous exprimons à l'ONU sur la question de la Polynésie française, eh bien, le représentant de la France, l'ambassadeur et son staff, sortent de la salle et ils ne reviennent que quand le sujet polynésien est terminé. C'est assez choquant et ça a beaucoup choqué l'ensemble des pays de l'ONU. Pourquoi parler de position de déni schizophrène de la France? Bien, c'est assez simple. 1986, la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, est réinscrite. À ce jour, elle n'est toujours pas indépendante. Donc, pour ceux qui voudraient faire croire que dès qu'on est réinscrit, on bascule dans l'indépendance, vous voyez bien que c'est faux. Depuis 1986, et ensuite avec l'instauration, donc dans la foulée des accords, la Nouvelle-Calédonie est entrée dans ce processus de décolonisation et d'autodétermination. Preuve en est, ils ont eu plusieurs référendums. Ils ont eu le dernier référendum il n'y a pas longtemps, avec une progression du camp du oui, et ils auront un troisième référendum bientôt, peut-être en 2022, on ne sait pas trop. On attend la date exacte. Nous ne demandons pas plus, pas moins, que la mise en place d'un tel processus. Évidemment, un processus adapté à la Polynésie. S'il y a des similitudes entre nos histoires, nous avons un colonisateur identique, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits, nous avons également nos spécificités. C'est toute l'utilité de ce dialogue aux Nations Unies qui doit pouvoir s'opérer. Or, nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui la France, qui a 2 territoires figurant sur cette liste, dans un cas coopère avec les Nations Unies, celui de la Nouvelle-Calédonie, puisque plusieurs missions des Nations Unies se sont déplacées en Calédonie pour aller superviser, anticiper donc les référendums, alors que chez nous, jusqu'à il y a peu, la France refusait purement et simplement de s'exprimer sur ce sujet et sortait de la salle quand il arrivait donc sur table. Ce déni schizophrène, finalement, il a pris fin récemment, puisque pour la première fois de l'histoire depuis 2013, la France, au travers de son représentant, s'est exprimée à la 4e commission sur la question de la Polynésie française. Alors évidemment, elle s'est exprimée pas dans le sens de l'indépendance, mais pour demander purement et simplement notre désinscription. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est une nouveauté? Pas du tout. Il faut savoir que dès les premières interventions de nos amis autonomistes, ils ont, malgré ce qu'ils avaient promis à l'Assemblée de Polynésie, ils ont demandé depuis le début, et de manière continue, notre retrait de cette liste. Jusqu'à présent, sans succès. Et il ne faut pas qu'ils s'attendent à avoir beaucoup plus de succès dans les années qui suivent.
La demande de la France, effectuée il y a quelques semaines, n'a pas eu plus de succès, puisque la résolution finale de la 4e commission réitère la nécessité de mise en place de ce dialogue et de mise en place de ce processus. Quels sont les arguments des autonomistes et de la France pour dire qu'il faut nous retirer de cette liste? L'argument principal, c'est celui des élections et des résultats aux élections. Mais quelles élections? Les élections territoriales, les élections communales, les élections sénatoriales, c'est encore pire, qu'on ne s'y trompe pas. Et l'ONU, évidemment, ne s'y trompe pas, puisque cet argument a été avancé depuis 2011, depuis que nous avons commencé à retourner à l'ONU. Nous avons entendu cet argument, que les autonomistes, le camp pro-français, gagnent la plupart des élections. Si on retient uniquement cet argument, en 2004, il aurait donc été légitime que l'UPLD aille à l'ONU et demande finalement notre indépendance. Ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas allés à l'ONU demander l'indépendance. Voilà, on ne peut donc pas tout mélanger. Des élections locales où la question posée n'est pas celle de l'indépendance ou pas l'indépendance, et un référendum d'autodétermination, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie et comme c'est le cas dans tous les processus normaux, normés et suivis par les Nations Unies d'autodétermination. Il faudra donc que ce processus puisse se mettre en place entre partenaires adultes, que la France, donc, qui a visiblement décidé de revenir à la table de discussion, que les partis autonomistes, que les indépendantistes se mettent autour d'une table pour discuter des étapes de mise en place de ce processus. À terme, il y aura un ou plusieurs référendums d'autodétermination. Il faudra au préalable déterminer le corps, la nature et le périmètre du corps électoral, puisque contrairement aux élections que nous connaissons, nos élections locales, ce n'est pas tout le monde qui pourra voter lors d'un référendum d'autodétermination. Il y a eu une définition du corps électoral spécifique en Nouvelle-Calédonie, c'est toujours le cas quand il y a un référendum d'autodétermination. Il ne faut donc pas s'y tromper, la seule élection qui vaille pour les Nations Unies et qui devrait avoir également de la valeur pour nous par rapport à cette problématique donc d'indépendance ou pas, d'autodétermination, c'est bien un référendum. Bien, pour terminer, je vais donc vous expliquer comment on est techniquement et donc de manière normale cette fois-ci, comment est-ce qu'on peut être retiré de la liste des territoires non autonomes à décoloniser des Nations Unies. Eh bien, au terme d'un ou plusieurs référendums, les Polynésiens feront leur choix et il y a en gros 4 solutions. La première solution, c'est l'indépendance pure et simple, on va dire l'indépendance archétypale, archétypique, je sais plus trop. Bon, donc indépendance séparation. La deuxième possibilité, c'est l'indépendance, on va dire l'association. Nous pouvons, par exemple, c'est le cas des îles Cook, décider de devenir un État associé. Alors peut-être à la France, peut-être à la Nouvelle-Zélande, peut-être à l'Australie, peut-être un mix de tout ça. Il faut rien n'est interdit, mais tout dépendra évidemment des discussions. Il y a également ce qu'on appelle l'intégration totale. Pour nous, ça reviendrait à décider de devenir un département, puisque les départements outre-mer ne sont qu'un démembrement administratif, mais c'est la France de A à Z. Donc l'intégration totale. Et puis il y a ce qu'on appelle la voie sui generis, qui consisterait à choisir d'adopter un statut qu'on peut imaginer d'ici là. Mais tout ça doit évidemment, et je le rappelle, et ce sera mon mot de conclusion, donc ne peut se faire qu'au terme d'un processus de décolonisation, avec des étapes bien précises, avec une phase d'information de la population, d'éducation, et au terme donc de ce processus, un ou plusieurs référendums d'autodétermination. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir plus clair, et je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Mon Anotei. Maruruk, Terfoyarhek.